Alors, quelles sont les questions de macroéconomie qui seront importantes en 2025? Réponse avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Vous êtes conseiller économique d'OSIAM et membre du Cercle des économistes. Bon, déjà, la grosse question de macroéconomie, elle porte évidemment sur les droits de douane de Donald Trump qu'il va imposer dès son arrivée à la Maison-Blanche. C'est ça le sujet. Est-ce que ça sera sévère ou ça sera allégé? On ne sait pas, mais toute la question, elle est là. Oui, alors, Donald Trump a déjà dit qu'il mettrait des droits de douane sur les importations des États-Unis en provenance du Canada, en provenance du Mexique, en provenance de Chine. Les droits de douane des États-Unis sont aujourd'hui très bas. Le taux moyen de droits de douane des États-Unis, c'est 4%. Hein. Et si Trump fait tout ce qu'il a annoncé dans son programme, c'est-à-dire 60% sur la Chine, de 10% sur le reste du monde, ces droits de douane moyens monteraient à 20%. Donc il y aurait une énorme vague protectionniste aux États-Unis. Alors c'est extrêmement important pour les États-Unis et pour le reste du monde. Ce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis ne sont pas, comme on dit, n'ont pas d'avantage comparatif pour produire de l'industrie. C'est un pays qui est doué pour produire des services technologiques, des services financiers, pour déposer des brevets, pour recevoir des redevances d'innovation, mais qui n'est pas doué pour fabriquer des produits industriels standards. Et chaque fois qu'il y a eu des droits de douane aux États-Unis, il y a eu des droits de douane sur les produits chinois, mis par Trump puis par Joe Biden. Ça a résulté non pas en une substitution de production américaine aux importations, mais simplement en le maintien du volume importé et une hausse des prix. Voilà. Donc si Trump fait ce qu'il a dit sur les droits de douane, il y aura une vague d'inflation aux États-Unis. Alors, c'est une vague d'inflation normalement transitoire, mais si vous rentrez dans la dynamique d'indexation des salaires au prix, ça peut être plus permanent. Quoi, c'est 3-4% d'inflation? Alors, si on avait 15 points de hausse du taux de droits de douane moyen des États-Unis, ça ferait à peu près 10% de hausse du prix des importations et ça ferait 2 points d'inflation supplémentaire. Donc on est à 3,3 sur l'inflation, on passerait à 5,3. Alors c'est une très mauvaise idée pour les États-Unis. Et surtout pour les consommateurs américains. Les salaires aux États-Unis ne sont que partiellement indexés sur les prix. On a vu dans le pic d'inflation qui était au début de 2022 aux États-Unis, l'inflation a monté à 7%. Les pertes de pouvoir d'achat des salariés ont été très fortes. Et donc, il y aurait des pertes de pouvoir d'achat des salariés, dont les salaires monteraient moins que les prix. Et ça freinerait la consommation. Malheureusement, la consommation, c'est le moteur de la croissance des États-Unis. Depuis plusieurs années, la consommation des ménages, elle augmente de plus de 2,5% par an en volume chaque année. D'abord parce qu'ils ont épargné moins, puis parce qu'ils ont retrouvé des gains de pouvoir d'achat. Alors, par contre, c'est bon pour les entreprises, parce que si vous êtes une entreprise américaine, même pas très performante, vous abritez derrière les droits de douane et vous pouvez monter vos prix de vente sur le marché américain. Ouais. Et donc, ça s'interprète des droits de douane aux États-Unis comme un transfert de revenus des ménages, des consommateurs, vers les entreprises. Bon, c'est mauvais pour la consommation, et la consommation, c'est beaucoup plus gros que l'investissement, donc c'est mauvais pour la croissance des États-Unis. Et puis on imagine que la Fed ne restera pas les bras ballants, il y a une inflation entre 4 et 5%. Voilà, alors si on avait effectivement 2 points d'inflation en plus, alors on n'a pas encore parlé de la politique d'immigration de Trump, c'est juste les droits de douane. Si on avait 2 points d'inflation en plus, donc on passerait même pendant quelques trimestres, pas perdante, mais autour de 5% d'inflation. Pour moi, on n'est pas à 3,3. Pour moi, on est à 2,5, 2,7. On est à 3,3 d'inflation totale aux États-Unis. On est à 3,3. On est à 2,7 d'inflation sous-jacente. C'est la sous-jacente. Et si on passait de 3 à 5, par exemple, la Réserve fédérale devrait au minimum arrêter de baisser ses taux d'intérêt et probablement remonter ses taux d'intérêt. Donc ça inverserait le sens de la politique monétaire. Après, rien dit que Trump ira jusqu'au bout de sa logique et fera des droits de douane à hauteur de ce qu'il a annoncé. Oui, mais alors il n'a pas annoncé, il n'a rien dit sur l'Europe. Pour l'instant. Il a annoncé des droits de douane sur la Chine bien moindres que ce qu'il avait. Et puis son électorat
quand vous regardez ce que désirent les républicains, l'électeur républicain, plus de 60% des électeurs de Trump désirent se protéger par des droits de douane, arrêter l'immigration et faire baisser les prix. Alors évidemment, faire baisser les prix et mettre des droits de douane, c'est un peu incompatible, quoi. Ouais. Et puis surtout, comme je l'ai dit, le protectionnisme aux États-Unis, ce n'est pas cohérent avec les avantages comparatifs des États-Unis. Ce qui est cohérent avec les avantages comparatifs, c'est de continuer à pousser la tech, les services financiers, et de rester en libre-échange. Et puis, poussant la tech, vous attirerez des capitaux aux États-Unis qui financeront très très facilement le déficit pour les biens, quoi, hein. Donc le libre-échange, dans la structure des États-Unis, est plus favorable que le protectionnisme. Deuxième question de macroéconomie importante pour 2025, selon vous, l'impact que vont avoir les politiques de réduction de déficit public. Mais à part la France qui est censée réduire les siens, et encore on va voir comment et combien, qui est visé ? Bon, alors, les États-Unis, Trump a aussi dit qu'il mettrait en place des baisses d'impôts supplémentaires, hein, qui s'ajoutent aux baisses d'impôts qu'il va prolonger et qu'il avait décidé dans son premier mandat. Le déficit public des États-Unis va probablement aller pas loin de 9% du PIB. On va être à peu près à 7 l'année prochaine. Mais il n'y a pas d'indication que Trump a l'intention de faire une politique budgétaire restrictive. Alors, bien entendu, il y a Elon Musk qui veut couper 2000 milliards de dollars dans les dépenses publiques, mais les dépenses publiques, c'est 6500 milliards de dollars, hein, de l'État fédéral. C'est essentiellement de la défense, de la santé, et des retraites des fonctionnaires. Donc, vous ne pouvez pas y toucher. Donc, en réalité, il y aura très peu d'économies de dépenses publiques. Donc je ne crois pas que les États-Unis, en plus ça ne pose aucun problème de financement à cause de l'attrait du marché des obligataires américains pour les investisseurs étrangers, je ne crois pas que les États-Unis feront une politique de réduction des déficits publics. Donc la Chine a annoncé récemment qu'elle ferait une politique budgétaire plus expansionniste. Donc effectivement, les pays qui sont touchés, qui sont concernés, ce sont les pays, alors pas l'Allemagne, l'Allemagne va plutôt, quand il y aura une nouvelle coalition au pouvoir, va plutôt avoir une politique budgétaire plus expansionniste, va desserrer les contraintes de la règle d'or allemande. Mais ça concerne la France, l'Espagne et l'Italie, hein, et surtout la France et l'Italie. Alors l'Italie a commencé à réduire fortement son déficit public cette année. En début d'année, on n'était pas sur un rythme de 8% du PIB. On va finir l'année sur un rythme autour de 5% du PIB. C'est dû largement au fait que l'Italie a annulé ce qu'on appelle le super-bonus, c'est-à-dire des énormes aides publiques à l'immobilier. Et la France va être au-dessus de 6% du PIB cette année. Et point d'interrogation sur le futur. Si vous regardez l'ensemble de la zone euro, même en tenant compte d'un supplément de souplesse du côté allemand, l'ensemble de la zone euro va probablement réduire progressivement son déficit public. Alors, donc pour on va être les seuls à le faire, là où le reste du monde... Oui, mais alors les États-Unis sont dans une situation très, très bizarre parce qu'ils attirent énormément de capitaux. Et puis, l'Europe va être la seule à le faire. Mais enfin, l'Europe a aussi des taux d'endettement public très élevés. Alors, il y a un débat, évidemment, sur quelles sont les conséquences d'une politique de réduction des déficits publics. Alors, normalement, vous appliquez ce qui s'appelle le multiplicateur keynésien, c'est-à-dire que vous regardez de combien on baisse le déficit public, vous multipliez ça par le multiplicateur qui est de l'ordre en moyenne de 0,7, et vous arrivez à la perte de PIB. Si vous faites ce calcul, pour la France, par exemple, si on réduit le déficit public de 1 point de PIB chaque année, on va perdre 0,7 points de PIB chaque année, et donc on va reperdre 0,35 points de PIB de déficit public. Mais la seule configuration qui permet d'éviter ce calcul, c'est la configuration où la réduction du déficit public redonne confiance aux consommateurs. Il y a eu une hausse du taux d'épargne, en particulier en France, considérable, hein. On est au-dessus de 18% au troisième trimestre du taux d'épargne des ménages. Si le consommateur se dit l'État prend les choses en main, réduit, fait des économies de dépenses
c'est surtout des économies de dépenses. Et donc, on va échapper on va échapper à une rigueur insensée sur les impôts ou sur les dépenses qui nous touchent personnellement. Ça peut faire baisser le taux d'épargne. Ça peut faire baisser le taux d'épargne. Alors, alors, on documente ça en général par ce qui s'est passé au Canada, en Irlande, en Suède, etc., dans les années 90-2000. Tous ces pays ont fait des réductions considérables des dépenses publiques, la Suède par exemple, sans effet négatif sur la croissance, grâce à une baisse très forte du taux d'épargne des ménages. Donc c'est le seul espoir, c'est que vous rendez confiance aux ménages qui vous disent on fait des réformes, donc ça permettra de ne pas rationner la dépense de santé, de ne pas baisser les retraites. Ça redonne confiance. Oui. Troisième question, et on finit là-dessus, importante pour 2025, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie réelle, sur les revenus des entreprises, sur la profitabilité, la productivité des entreprises qui investissent de plus en plus. Alors là, quand vous regardez, l'OCDE a fait une revue de la littérature sur les effets de l'intelligence artificielle sur la productivité, sur la croissance, etc., qui est très très intéressante, et vous trouvez absolument toutes les opinions. Alors il y a des gens extrêmement optimistes qui disent que ça va révolutionner beaucoup de métiers et que ça va faire des gains de productivité considérables. Il y a même des gens qui utilisent une théorie qui est dite la théorie de la singularité, qui dit que ça pourrait pousser le taux de croissance de l'économie jusqu'à l'infini. Hein. Donc voilà. Et puis il y a des gens beaucoup plus pessimistes qui disent que ça a des effets extrêmement forts sur un certain nombre de métiers, un certain nombre de tâches, comme on dit, hein, mais que la proportion des tâches impactées par l'IA dans l'économie est assez faible. Et il y a des calculs qui disent au contraire que l'effet de l'IA sur la productivité est très très fort, autour de 25-30% sur les tâches qui vont être améliorées par l'IA. Mais comme ces tâches pèsent que 5% du PIB, en réalité, vous avez un effet de l'IA sur la productivité globale qui est un peu plus de 1%. Si vous êtes allé sur 10 ans, ça fait à peine plus de 0,1% par an. Donc l'épaisseur du trait. Voilà. Et donc, il y a les deux opinions. On rencontre des gens très optimistes, des économistes, des scientifiques très optimistes, et des économistes et des scientifiques qui sont qui ont des évaluations beaucoup plus faibles de l'effet de l'IA. Moi, je ne me prononce pas. Je pense que s'il y avait une déception sur l'IA, le problème de l'IA, c'est que c'est extraordinairement consommateur de capital. Hein, et donc, ça s'interprète comme une substitution de capital au travail. Si c'est une substitution de capital au travail qui est très grosse, c'est une bonne nouvelle, parce que nous avons des économies où la population en âge de travailler va baisser. Donc nous recherchons désespérément une technologie qui va nous permettre de produire autant avec moins de travail, donc en substituant du capital au travail. Donc c'est un enjeu crucial, et y compris pour la croissance de long terme de l'Europe, de la Chine, etc. Mais s'il y a une déception sur l'IA, d'abord il y aura un effet boursier, parce que toutes les entreprises liées à l'IA ont des valorisations qui sont beaucoup plus élevées que les autres. La tech, en moyenne, a des PE de 35 à peu près aux États-Unis, alors que l'ensemble du marché, c'est 24. Donc ça contribue à la cherté de la tech. Et puis, il y aura une déception macroéconomique. On a une déception sur le potentiel de croissance, la productivité. Voilà. Mais une question pas tranchée. Mais question pas tranchée. Donc, il faut être ouvert aux deux écoles. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé. Patrick Artus, conseiller économique de Siam et membre du Cercle des économistes. Merci Patrick. Merci.